Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. Je suis ravi et honoré aujourd'hui de recevoir le Predator Francis Ngannou, combattant de MMA, combattant de boxe, superstar international, qui est à Paris et qui va nous parler de son actualité. Déjà, comment ça va, Francis? On sait que tu es souvent de passage à Paris, où tu as habité plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que tu es à Paris en ce moment? Bah, je n'ai pas besoin de raison pour être à Paris. Non, il n'y a pas de raison spécifique, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de raison spécifique, donc je viens régulièrement à Paris. Je voulais te parler d'une petite anecdote qui a eu lieu à Paris, début février, sur tes réseaux sociaux. Tu avais raconté qu'une équipe de police était rentrée chez toi, alors qu'il y avait ta famille et que ta famille avait eu peur parce qu'ils pensaient qu'il y avait un suspect chez toi. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Comment ça s'est fini? Comment ça s'est passé? Au fait, je crois qu'il était 8h ou 8h moins 3, un truc dans le genre, et on a sonné à la porte. Et à la base, je me suis dit, c'est peut-être un livreur ou un truc comme ça. Et après, j'étais à l'étage et j'entends, c'est la police. Je dis, oh, qu'est-ce qu'ils font, la police? Bon, après, en même temps, je n'étais pas stressé. Je suis allé aux toilettes, je suis revenu, je suis descendu, posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont fait savoir qu'il y avait, qu'ils cherchaient quelqu'un qui habitait, soi-disant, dans cet appartement et qu'ils ont repéré le signal de son téléphone dans cet appartement. Et j'ai dit, visiblement, la personne n'est pas là. Et nous ne l'avons pas vue. Bon, ils ont fait des formalités, mais il était clair qu'ils s'étaient un peu trompés. Oui, ils n'ont pas forcé plus que ça après. Oui, non, ils n'ont pas forcé parce que je pense qu'ils connaissaient le suspect ou le présumé suspect. Et... Ils ont bien vu que c'était pas toi. Ouais. Et ils te connaissaient? Ils t'ont reconnu? Oui. Ouais. Ils m'ont reconnu. Ils ont fini par faire des photos avec toi ou? Non. Bon, ils sont restés très professionnels. Ils ont fait la formalité, pièce d'identité et tout ça. Et ils sont partis. Ouais, très bien. Histoire qui finit bien finalement. Ouais. On t'a laissé dans le combat au mois d'octobre. On rappelle, c'était au PFL, ton premier combat au PFL pour la ceinture Super Fight contre Renan Ferreira. Victoire par KO au premier round. Un soirée avec beaucoup d'émotions pour toute la communauté MMA parce que ça faisait longtemps qu'on voulait te revoir dans la cage. Et puis on sait le drame que tu avais traversé. Quelle est ton actualité aujourd'hui combat? Est-ce qu'il y a un combat un peu à l'horizon? Pour l'instant, on a zéro nouvelle sur un possible retour, que ce soit en MMA ou en boxe. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu as des nouvelles pour nous? On peut avoir des nouvelles d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Après, ce serait plus... il est fort probable que ce soit en boxe. Toi, c'est ton envie? Tu as plus envie là de revenir sur le ring que dans la cage? Oui, de préférence, pour l'instant. Parce que, bon... pour être honnête, c'est pas comme s'il m'en restait des tonnes de combats, il m'en reste quelques-uns et j'aimerais faire la boxe aussi. Je sais que c'était ton rêve, la boxe, quand tu étais plus jeune. Ouais. Et je t'ai vu dans les combats contre Tyson, dans le combat contre Anthony Joshua, on sentait que tu étais heureux d'être là et de participer à ces événements. Ouais. Aujourd'hui, j'ai même l'impression, quand je t'entends, que dans ta tête, en tout cas, tu as plus envie d'être boxeur pour ta fin de carrière. Que les dernières années qui te restent, tu as plus envie de les consacrer à la boxe, je me trompe? Non, disons que j'ai eu quand même l'opportunité de faire la boxe à un haut niveau, mais j'ai pas quand même j'ai plus le temps de vraiment m'investir à faire une carrière de boxe, à construire une carrière, combattre comme ça, tu vois, monter les échelons. J'ai plus ce temps. Je suis à la fin de ma carrière, donc autant faire du mieux, du peu qu'on a. Donc c'est intéressant, c'était une de mes questions d'après. Aujourd'hui, tu as affronté, toi, Tyson Fury, Anthony Joshua. Je l'ai toujours dit, ta page BoxRec, tu sais, le site qui répertorie tous les boxeurs, tu as la plus incroyable page BoxRec de l'histoire, parce que tu n'as que 2 combats, et c'est 2 superstars absolus. Aujourd'hui, tu te dis que dans la boxe, il faut que tu affrontes un grand nom, tu vois. Affronter un petit nom aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est numéro 20 ou 30 chez les poids lourds, ça t'intéresse pas finalement? T'as plus assez de temps pour, tu vois, pour te permettre ça? Ça m'intéresse pas beaucoup, parce que, bon, ce serait... combattre peut-être, je ne sais pas, un numéro 30 pour, après la victoire, combattre un numéro, tu vois, et monter ces échelons, et j'ai plus ce temps. Voilà. Donc, du coup, je préfère titiller en haut et faire du mieux de ce que je peux. Il m'en reste quoi, peut-être, au mieux, je peux faire 2 combats de boxe. Il y a 2 combats qui me semblent très intéressants pour toi en boxe. La revanche contre Tyson Fury, parce qu'on sait comment c'est passé en octobre 2023, ce combat-là. Je crois que pour toi, tu l'as gagné, ce combat-là. Ouais, pour moi, je l'ai gagné. Je pense que même pour le grand public, je l'ai gagné. Et ce combat était censé avoir une revanche que j'attends encore. Et c'est l'occasion pour moi de peut-être mettre les pendules à l'heure et de réclamer ce qui m'est dû, ce qui m'a été volé. Mais est-ce que tu es plus intéressé par une revanche contre Tyson Fury ou un nom qui, pour moi, fait sens, en plus quand on connaît vos caractéristiques, votre puissance dans les points à tous les deux, Deontay Wilder, l'Américain?
Tyson Fury, le combat de Tyson Fury déjà, parce que bon, ça a déjà une histoire et j'ai comme la sensation pas d'une injustice, mais quand même d'une dette qui doit être soldée. Il y a des pourparlers déjà, des conversations? Non, pas pour Tyson Fury. Ok. Non. Deontay Wilder, par contre, il y a des choses? Pas concret. Il y a eu des idées, mais rien de concret. Rien de factuel encore. Rien de Je factuel. vais te citer, il y a une semaine, Malik Scott, qui est l'entraîneur historique de Deontay Wilder, citait une phrase et il parlait de toi, il disait « J'ai pas encore assez vu Francis dans un ring pour penser que sa puissance peut se rapprocher de celle de Wilder. » En gros, il disait que Wilder, selon lui, est beaucoup plus puissant que toi. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Déjà, je n'ai pas à lui répondre. Il peut penser ce qu'il veut, ça c'est son problème. Et de mon point de vue, je ne pense pas que c'est une question qui est... Qui tape le plus fort, c'est pas ça la question. Voilà, c'est pas relevant. Le truc, c'est... On tape déjà assez pour envoyer l'autre au tapis. C'est suffisant. Maintenant, qui peut manager à toucher l'autre? Je pense que c'est plus ça, le sport. C'est un jeu de toucher et de ne pas se faire toucher. C'est pas un jeu de on arrive et on tape dans une balle, on voit qui tape plus fort. Je suis un amoureux de la boxe anglaise, donc tu prêches un convaincu, c'est évident. C'est un art, la boxe, c'est clairement un art. Ouais, c'est un sport, c'est un art. Tu nous as beaucoup parlé de ce combat contre Tyson Fury, mais moi, je t'ai peu entendu sur le combat contre Anthony Joshua, qui s'est terminé plus mal, pour le coup, avec un KO. C'était la première fois que tu t'étais mis KO en combat professionnel. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as des souvenirs? Je crois que j'avais lu quand même que tu avais dit, je m'en souviens pas, parce que le KO, j'ai comme un blackout. Le blackout n'était pas que sur le KO, je pense que c'était un peu de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Même avant le combat, à l'approche du combat, les choses étaient de plus en plus floues. Et même quand je commence le combat, c'était de plus en plus flou. C'est pour ça, ce combat, pour moi, ça a bon, pas que c'est pas que j'aurais pas pu perdre contre Anthony Joshua. Je pense que tout le monde peut perdre contre Anthony Joshua. Et j'aurais pu, bien sûr, perdre et prendre un KO contre Anthony Joshua. Mais je pense que ce combat-là, il y a eu beaucoup de manœuvres pour que je perde également. Voilà. Donc ce résultat était ce qui était espéré et je pense qu'on a dû se rassurer que je ne surprenne plus des gens comme je l'ai fait avec le combat de Tyson Fury. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui était censé se passer sur le combat de Tyson Fury. Mais ils ont été surpris et du coup, pour le combat d'Anthony Joshua, ils sont rassurés de ne plus... Au fait, je n'avais plus le facteur surprise. La boxe était vexée, tu le savais, le joueur de Fury, il y avait tous les champions du monde, tu te rappelles, c'est l'erreur que j'ai fait en approchant le combat d'Anthony Joshua, au fait. Parce que je me rappelle, dès le début de la semaine, le Fight Week, il y avait le Media Day et des trucs où on devait participer. Et à chaque fois, on arrivait, on devait attendre 1h30, 2h avant qu'Anthony Joshua arrive. Et il y avait mon coach, Dewey Cooper, qui s'était fâché. Il disait, oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour fatiguer des boxeurs. Oui, c'est pas logique. Et moi, ne comprenant pas ce qui se passait exactement, parce que je suis nouveau au milieu de la boxe, et c'est moi qui essayais de le calmer, parce que généralement, c'est quelqu'un qui est plutôt très calme, très relax. Et ça a continué comme ça toute la semaine et jusqu'au jour du combat. Et c'est pour ça, à la fin, je me dis, j'étais vendu depuis le début, au fait. Et c'est ce qui fait que c'est un combat ça m'a laissé de très mauvais souvenirs, même de l'organisation. Rien de ce combat s'est passé. T'as plus envie de revivre ça. Voilà. Rien de ce combat s'est passé comme ça aurait pu se passer. Il y a eu énormément d'injustices. Le jour du combat, je quitte mon hôtel. On me fait quitter l'hôtel à 22h30. On m'amène à l'arène et on me dit, me disant qu'on devait combattre à 1h. Arrivé là, on nous dit, ouais, bon, on a un peu de retard, ça va se faire à 1h45. Et c'est à 1h quand Tony Joshua il arrive. Je me dis, mais... À 1h, lui, il arrive seulement. Oui, à 1h qu'il arrive. Je dis, on est censé combattre ensemble. Comment se fait-il que, même si on était censé combattre à 1h, et après à 1h45, il n'arrive qu'à 1h? C'était organisé. J'attendais depuis plus de 2 heures de temps. On a reçu Dewey Cooper dans le Fighter Club, qui est ton coach, qui nous l'avait expliqué quand il était à Paris l'an dernier. Il nous avait tout bien raconté ça. Et en effet,
c'est des manœuvres assez classiques dans la boxe, finalement. Ouais, bon, après, je pense que c'était aussi ma faute, aussi mon manque d'expérience dans le milieu de la boxe. Et voilà, même si on va s'arrêter que là, c'était déjà pas juste. Dernier point sur un adversaire possible en boxe, Alexander Usyk, qui est aujourd'hui le champion unifié des poids lourds, qui a battu 2 fois Tyson Fury. C'est quelqu'un qui peut t'intéresser. On sait qu'il a dit qu'il lui restait que 2 combats. Sans doute qu'il va prendre le vainqueur de Dubois-Parker pour la ceinture IBF. Et après, il évoquait même une possibilité avec Alex Pereira. Donc je pense que Francis Ngannou l'intéresserait sans doute même plus qu'Alex Pereira. C'est quelque chose qui peut te plaire, Alexander Usyk? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il est incontestable qu'il fait partie du top. Ayant combattu Tyson Fury 2 fois, Anthony Joshua 2 fois, je pense que c'est difficile de lui enlever ce titre. Je pense qu'aujourd'hui, au classement, il est le premier. Il te plaît? C'est un boxeur que t'aimes? Ouais. Après, même s'il a un style qui est très flatteur, on ne sait pas, tu sais pas. Très ukrainien, finalement. Très dans ouais, son style. Ouais. Très imprévisible. Ouais, tout à fait. Il est très imprévisible. C'est ce qui fait aussi sa force. Ouais. Aujourd'hui, tu t'entraînes plus en boxe qu'en MMA? Quand tu es à l'entraînement? Honnêtement, là, je ne m'entraîne pas vraiment. La réponse est honnête. Mais oui, mais après, ce serait plus... étant donné que j'estime que je vais plus combattre en boxe, je vais m'entraîner. Ouais. Je commence les entraînements bientôt et ce serait plus en boxe. Voilà. Et l'OMMA, je pense que même s'il est toujours important de s'entraîner pour garder la mémoire musculaire et peut-être améliorer encore les techniques, je pense que j'ai plus de lacunes en boxe qu'au MMA. Et Dewey Cooper, il nous disait dans l'émission, il disait « J'adore quand on s'entraîne en boxe avec Francis parce qu'il progresse, il prend plein de trucs, il prend plein de nouvelles choses et on voit que ça l'intéresse en fait de progresser. » Oui, au fait, disons que j'ai la passion d'un débutant, même si je suis à la fin. Un débutant particulier. Voilà, c'est un sport que j'ai toujours aimé et me retrouver là et à pratiquer ça de façon concrète, voilà, ce fut quand même une expérience vraiment satisfaisante. Tu vois, tu te dis, ok, les choses ne sont peut-être pas passées comme j'aurais voulu, mais mine de rien, ça s'est pas mal passé, puisque enfin, on se retrouve à Rome. Il y a eu un événement très important pour la boxe et les sports de combat ces derniers jours. Peu de gens, pas assez de gens selon moi l'ont noté, mais bien sûr l'association... Je pense qu'on l'ait noté. Non, mais dans le grand public, chez les amoureux des combats clairement, mais dans le grand public, ça n'a pas fait beaucoup plus parler que ça. Turki Al-Alchik et les Saoudiens, Riyad Season, se sont engagés avec Dana White, TKO et Andy Havor pour créer, donc TKO, la maison mère de l'UFC et de la WWE, une ligue de boxe fermée sur le modèle de l'UFC. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Je pense que c'est une idée qui est très business. Peut-être c'est pour cette raison que le grand public ne s'est pas trop focalisé, c'est très business. Parce que déjà, à partir du moment où on a apporté un truc comme TKO, personne, en réalité, le grand public ne sait pas c'est quoi TKO. C'est purement un nom pour business, un parent company. Voilà, comme on dit, pour les affaires, ce sont des transactions financières qui vont se faire, mais en termes, qu'est-ce que ça change pour la bourse, pour l'organisation, je ne sais pas. Maintenant, où est-ce que ça en laisse les autres organisations? Parce qu'on a vu Riyad Season qui aujourd'hui a fait cette collaboration avec TKO. On les a vus au départ commencer un peu tout seuls. Après, ils ont pris d'autres organisateurs comme Queensberry et après Matchroom. Golden Boy, peut-être ils ont un peu travaillé un peu avec, mais pas aussi en profondeur que les deux autres. Et là, il y a cette d'une nouvelle organisation. Je pense qu'il fut aussi une époque où on avait entendu parler de leur volonté d'acheter toutes les autres promotions de boxe tous ensemble, pour PBC y compris, pour faire une grande organisation de boxe. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, ça là, honnêtement, j'en voudrais pas au grand public de ne pas s'intéresser parce que moi-même, je ne comprends pas trop. Après, je sais qu'effectivement, il y a des transactions financières qui vont se... financières qui vont se passer, mais... Voilà. Le fan de boxe, il est content aussi dans un sens, puisqu'il y a eu plein de beaux combats faits grâce à l'Arabie Saoudite et à la Turquie. Effectivement, et plein de beaux combats vont continuer à être faits. Exactement. Maintenant, quel serait l'apport de cette collaboration? Et moi, j'ai peur, je vais te dire... La plus-value de cette collaboration, ça, personne ne sait.
Et moi, j'ai une peur, parce qu'en plus, je sais que c'est avec toi qu'on peut en parler, parce que c'est quelque chose que tu as vécu à l'UFC. Moi, j'ai peur que le modèle UFC soit le modèle qui est mis pour cette nouvelle ligue fermée. Et que notamment les athlètes touchent moins d'argent que ce qu'ils touchent aujourd'hui dans la boxe. Ça peut être une crainte quand même, avec cette association avec TKO. Ouais, étant donné que, bon, s'il y a vraiment cette association et qui contrôle, et que c'est le modèle UFC qui contrôle les choses, disons que j'ai déjà très peu de chance pour combattre. On le sait déjà tous, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de combats qui ont, à la base, qui n'ont plus de chance d'exister à cause du fait que c'est l'UFC qui contrôle. Et cette impression même. C'est le même scénario, au fait. Et cette impression même que si aujourd'hui un combattant d'UFC, enfin de MMA qui est à l'UFC, se dit je veux faire de la boxe, demain, s'il y a cette association, pour moi, il sera coincé. On lui dira soit tu le fais chez nous. Non, là, il le fera. Mais puisqu'il serait effectivement contraint de faire là-bas, puisque peut-être il n'y aura plus personne pour rivaliser, et dans son contrat, effectivement, où il y a l'exclusivité, il pourra le faire avec eux. Ça aurait été un point qu'aurait pu t'inciter à rester à l'UFC? Tu vois, si ça avait été créé à l'époque et que Dana t'avait dit tu peux boxer. Je pense qu'à l'époque où il parlait de Zuffa Boxing, on avait évoqué aussi cette possibilité, mais je pense qu'une fois de plus, comme d'habitude, l'UFC ne m'a pas beaucoup donné de crédit. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de chance ou de crédibilité et ils n'ont même pas écouté. On le sait bien. Je vais finir avec 2-3 questions autour de ça, mais cette association finalement entre Turki et Al-Alchik, qui aujourd'hui fait le renouveau de la boxe, et TKO, l'UFC et Dana White, est-ce qu'elle peut permettre des choses qu'on imaginait impossibles avant? Est-ce que demain, selon toi, Turki peut convaincre Dana de faire Francis Ngannou contre John Jones dans une cage de MMA? Aujourd'hui, peut-être avec ça, peut-être il y aura un truc de plus, mais je sais que Turki l'a déjà essayé et qui n'a pas pu parce que je pense que cette affaire ça a bloqué parce que je pense que cette affaire de Dana White est très personnelle. Dana White est très il est très personnel au fait et du coup il est rancunier. Il est rancunier, voilà. Et ça a été bloqué une fois. Peut-être avec ça. Je ne sais pas, mais... En tout cas, ça voudra dire qu'il se sera débloqué, Dana, si ça arrive. Ouais, bon, après, il faut voir. La vie, des fois, nous réserve des surprises. Hein. En tout cas, il y a peu de chances de voir Francis Ngannou chez TKO Boxing. C'est ce que je comprends quand même. C'est compliqué. Ouais. Il y a peu de chance, Tu vois, c'est une organisation qui fonctionne. Au fait, connaissant l'UFC et de ce que j'ai entendu de WWE, leur fonctionnement... Il y a très peu de chance. Ce sont des organisations qui sont très conservateurs, très rancuniers et très possessifs. Et une fois où il y en a un qui a été un peu, je vais dire, rebelle, ça ne laisse pas passer. Il y a aussi un parallèle sur la gestion des athlètes, hein, des pays des athlètes. Exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit les connaissants tous les deux. Il y a un parallèle. C'est deux ADN dans un... C'est un même ADN dans deux corps. Je te cite John Jones parce que tu sais que c'est un match de rêve pour les amoureux de MMA. Souvent, on dit... Ça a été mon match de rêve pendant des années, pendant très longtemps. Je me rappelle, depuis que j'ai combattu Jairzinho Rozenstruik en mai 2020, et j'ai appelé John Jones, j'ai demandé à combattre John Jones, plus que Stipe. Je ne pouvais pas combattre Stipe à cause de ça. Je ne sais pas, clause de rematch contre Daniel Cormier et tout ça, et que nul ne savait quand, et ils allaient aller peut-être jusqu'aux trilogies. Donc j'avais demandé John Jones, et à plusieurs fois, bon, ça ne s'est pas fait, jusqu'au jour où il fallait me présenter ce combat comme un appât pour me faire signer un autre contrat. C'est le seul moment où l'UFC a été intéressé du combat contre John Jones, quand il fallait que je mette ma signature sur un papier. Donc du coup, là, ils étaient plus crédibles parce que j'avais plus confiance en eux du fait qu'ils voulaient vraiment ce combat ou si c'était juste de me contrôler. Mais c'est marrant, souvent je le dis moi dans l'émission, c'est un mythe qui a très bien réussi avant de l'UFC. Quand ils disent les meilleurs affrontent les meilleurs, oui, mais tant qu'ils sont avec eux. Qui décide des meilleurs? T'as raison, mais tu vois ce que je veux dire. Qui décide de qui est meilleur? À partir du moment où c'était en dehors de l'UFC, exactement. Eux décident que c'est chez eux que c'est les meilleurs. Justement. Et si t'es en dehors, tu pourras jamais les affronter. Voilà, parce que les mecs qui arrivent à l'UFC et oui, c'est les meilleurs, c'est si. Hier, ils étaient quelque part et non, ils font pas partie des meilleurs. Non, ils sont pas meilleurs. Tu vois.
Prenons par exemple l'UFC à l'heure actuelle. Prenons Alex Pereira. Il y a 2 ans, il n'était pas le meilleur, jusqu'à ce qu'il arrive à l'UFC. Et il était aussi bon combattant qu'il était, parce qu'il avait déjà battu Adesanya par 2. Il était champion au Glory. Voilà, il était tout ça, mais non, il n'était pas meilleur, parce qu'il n'était pas à l'UFC. Prenons l'exemple de, je ne sais pas, Thomas Spinal. Il n'était pas meilleur jusqu'à ce qu'il arrive dans les fichiers de l'UFC. Hier, selon encore la logique de l'UFC, j'étais meilleur. Voilà. Mais maintenant, tu es moins bon parce que tu es en dehors, selon leur logique. Selon la logique de l'UFC, je suis plus meilleur. Tu vois, Renan Ferreira, que j'ai combattu récemment, selon la logique de l'UFC, il n'est pas le meilleur. Même si je pense qu'il peut balayer 98% du roster heavyweight de l'UFC. Voilà, je pense qu'il doit avoir peut-être des difficultés avec 1 ou 2 combats dans la catégorie des poids lourds de l'UFC. Sinon, le reste, ça lui prend quelques secondes chaque combat. Mais il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il n'est pas à l'UFC, entre guillemets. Qui décide le meilleur alors? Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Et même... C'est une question de perception qu'on donne au grand public. Exactement. Et même à l'intérieur, tu vois, même quand les deux sont à l'intérieur, on le voit avec ton exemple contre Jones, on voit Jones contre Aspinall aussi, ça se fait pas toujours les combats, même quand ils sont les deux à l'UFC. Oui, même quand ils sont à l'intérieur, et même quand ils sont à l'intérieur, ça dépend, ça bascule. Il y a un jour où on disait, où l'UFC lui-même, soi-disant Dana White lui-même, il disait que j'étais bon et que John Jones ne devait même pas m'appeler, il devait changer de catégorie pour ne jamais m'affronter, tu vois. Mais c'est plus le même discours aujourd'hui que je suis plus à l'UFC, tu vois. Ça dépend, et ça dépend aussi de la relation, ça dépend de si on aime ta gueule, de si tu es bien soumis à l'organisation, tu es un bon soldat, un bon serviteur de l'organisation. Voilà, on arrange tout, on arrange tout pour toi, mais c'est... Tu as cité les deux noms, Jones et Aspinall. S'ils se rencontrent, s'ils s'affrontent dans les mois à venir, tu vois qui s'imposer? Tu vois, il y a un dicton qui dit le jeune singe court vite, mais le vieux singe connaît la route. Je pense que ça s'applique ici. Thomas Spinal, il est chaud, il a envie de se prouver, il est champion intérimaire depuis 500 jours. Il est une étoile montante, mais John Jones, il connaît la route. John Jones il a cette expérience. De Thomas Spinal, dans sa carrière, il en a vu. Et mes deux dernières, elles sont sur un éventuel retour en MMA. Pour toi, tu vas refaire quand même du MMA. Tu nous disais la priorité boxe, mais avant la fin de ta carrière, tu referas du MMA, t'en es sûr? Oui, il est possible que je refasse un combat au PFL. Par exemple, au PFL, est-ce que le Russe Denis Golstov, qui a gagné le tournoi du PFL Heavyweight 2024, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est des noms qui ne sont pas assez connus pour le grand public pour toi, selon? Non, pas Golstov. Après, le truc que l'adversaire qui aurait été potentiellement l'idéal aurait été, en fait, ça c'est encore mon avis, aurait été Ante Delija, qui n'a pas été très actif ces derniers temps, mais il était, même sur mon combat contre Ferreira, il était le backup. Ok, le remplaçant. Ouais, il y a aussi Nemkov. Ouais, Vadim Nemkov. Ouais. Il a été dans la conversation, mais on verra, parce que les choses changent si vite. Ils vont peut-être combattre et on va voir. On verra. Il n'y a rien de pressé, tu nous as fait comprendre que tu n'es pas pressé. Il n'y a rien de pressé, plus que j'ai pas... T'as une date d'arrêt de carrière qui est arrêtée ou pas du tout? 2 ans. Ok. Ouais, je me donne à peu près... 2 ans, 2 combats de boxe, tu me disais, donc tu as des choses un peu quand même en tête. Ouais, 2-3 ans, voilà. 1 ou 2 combats de boxe, un combat de MMA et c'est bon. Voilà, ça va. Et on va conclure sur l'avenir après ça. Là, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu mettais des premiers clichés d'un film, Seven Dogs, que tu tournes avec Monica Bellucci. D'ailleurs, dans les studios à Riyad, organisés par l'Arabie Saoudite aussi. Créé, oui, directement par l'Arabie Saoudite. Ouais. L'avenir de Francis post-combat, c'est le cinéma. On sait que tu avais déjà fait Fast and Furious 9, tu avais déjà fait Rebel Moon, plusieurs films. C'est ça ton avenir, tu penses? J'ai fait Jackass aussi. Oui, Jackass. Je ne sais pas, c'est possible. Je ne suis pas encore très fixé, mais j'ai plus de la passion pour le business, tu vois, des trucs un peu comme ça. Le cinéma, tout ce qui est showbiz, ça vient en deuxième plan. Ok, ce sera le petit truc en plus, quoi, le petit supplément. Et ce film, tu peux nous en dire quelque chose? Ce film avec Monica Bellucci, ou c'est encore un peu secret? C'est un film encore à l'américain, un film
C'est ce qu'on aime. Mafieux, ou Monica, elle est, comment on dit, elle est une trafiquante, une femme de poing, quoi, une femme de fer, voilà. Et je suis son homme de main. On a vu sur les photos avec le chien, avec le petit costume, t'étais bien là, t'étais bien dans le rôle. Merci beaucoup Francis pour ton temps précieux et on espère très vite te revoir au cinéma, sur un ring de boxe. Le film au fait s'appelle Seven Dogs. Seven Dogs, c'est ce que je disais. Ça sort quand, tu sais? Non, je ne sais pas encore. C'est encore en tournage. Là, j'ai fait la première séquence et je vais y retourner en avril pour la suite. Ouais, donc le temps de fin de tournage, le monter, la post-production, donc ça prendra un peu de temps. Ouais. Et le cinéma, parfois, ça peut prendre du temps. Je me rappelle, Fast and Furious, après le tournage, j'ai vu le film. Le film est sorti 2 ans plus tard. Et tu dis, j'avais oublié. Ouais, vrai. Après, c'est vrai qu'il y a eu le Covid entre-temps, mais après, je me dis, j'avais oublié. Heureusement que ma gueule n'avait pas changé. Mais c'est plus le même. Merci beaucoup, Francis, et on espère te revoir très vite quand même, parce qu'on est amoureux du combat, on espère te revoir très vite dans un ring de boxe ou dans une cage de MMA. À très bientôt, Francis, et à bientôt tout le monde sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. Salut à tous. Salut.